Je voudrais souhaiter la bienvenue aux étudiants, mais bien sûr aussi, on a des gens qui sont nos abonnés à la salle Pauline-Julien. On les a invités parce que ce soir, il y a le spectacle Muliat. Donc, c'est une table ronde en lien avec le spectacle Muliat ce soir et à l'ère du numérique. J'aimerais vous présenter, en fait, Mélissa Gélina, qui est l'animatrice facilitatrice aujourd'hui, qui est chercheure, spécialiste des arts médiatiques et de la résurgence culturelle autochtone au Québec et au Canada, qui est accompagnée de deux des comédiens de ce soir, en fait, Charles Bender et Marco Collin. J'aimerais remercier, en fait, vous savez, organiser des activités comme ça fait très longtemps qu'on y pense avec vos enseignantes. C'est des enseignantes dans ce cas-ci, avec Marie-Josée Lévesque et Anne Deray, qui je ne la vois pas, mais en fait Anne Deray. On travaille en étroite collaboration depuis de nombreuses années, puis c'est vraiment... entre autres, grâce à elle, que vous êtes ici aujourd'hui et qu'on a organisé cette activité-là. Et est-ce que tout le monde vient voir le spectacle ce soir? Levez donc la main pour voir. Oui, pas mal tout le monde. C'est cool. Vous allez passer un très bon moment de théâtre. J'aimerais remercier aussi les Voyagements, le théâtre de création en tournée qui nous soutiennent aussi dans l'organisation de cette activité-là. Alors voilà, bonne table ronde. Merci. J'aimerais commencer tout simplement par reconnaître que le cégep Gérald Godin est situé en territoire autochtone non cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke, ou l'île de Montréal, est historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, qui incluent les peuples Abénaki, Anishinaabe et Huron-Wendat. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que je reconnais les relations continues entre les premiers peuples et les autres citoyens de la communauté montréalaise. Puis, en fait, pour être encore plus concret, tout au long de la discussion aujourd'hui, on va s'efforcer d'étendre la réponse territoriale que je viens de prononcer, qui avait d'ailleurs sa propre diapo. Voilà. Qu'on va s'efforcer, en fait, dans notre rencontre, de reconnaître tout simplement que la réflexion sur les enjeux qui traversent nos sociétés ne peut être porteuse que si on se donne des moyens concrets pour qu'Autochtones et Allochtones partagent l'espace de la parole et de l'écoute. Qu'il s'agisse, en fait, comme vous avez pu avoir des réflexions là-dessus toute la semaine, d'espace numérique ou d'espace physique réel. Donc, tout au long de la table ronde, on va s'efforcer aussi d'explorer des démarches créatrices comme celle des productions Melontaquan avec Muliat, qui permettent des lieux de rencontre qui vont participer à des initiatives de décolonisation et qui soutiennent la résurgence culturelle autochtone. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la présentation. En fait, l'objet de la table ronde aujourd'hui, on a un contexte très précis qui est en lien avec les rencontres Gérald Godin. En fait, on va se demander tout simplement, à travers la pièce Muliat, ça va être, on a ici deux experts en fait ça fait plusieurs années qu'ils travaillent vraiment dans cette pièce-là, mais aussi à l'écriture de cette pièce-là. Donc, ce qu'ils vont nous avec eux, on va pouvoir aborder des questions comme, par exemple, sur quel territoire est-ce que la rencontre est possible, dans quelle mesure est-ce que l'art et puis l'espace numérique peuvent être des lieux de rencontre entre allochtones et autochtones. Et puis, donc, avant d'entamer la discussion, je vais quand même vous les présenter plus spécifiquement. Donc, au départ, je vais présenter Charles Bender, qui est acteur, animateur et metteur en scène d'origine Huron-Wendat. Donc, après sa nomination aux Gémeaux pour son animation sur l'émission Jeunesse C'est parti mon Tipi, Charles a eu une présence de plus en plus remarquée sur le réseau de télévision des Premières Nations, APTN, entre autres dans la série Les Siwi-Bâton et Mohawk Girls. Puis donc, bien qu'il ait débuté sa carrière en français sur les planches de la Ville de Québec, ensuite il a décidé de poursuivre sa formation en interprétation en anglais à l'Université Concordia. Et au sortir de ses études, il a donc l'occasion de travailler sur plusieurs productions, autant en français qu'en anglais, comme par exemple Destinée en thérapie, Being Human. Sur scène, il collabore avec plusieurs compagnies engagées, comme le Tesserie Dunia, Ondinok, Tap D'autres, etc. Et puis, il est, comme Marco, co-directeur artistique des productions Melontaquan, qui sont les productions derrière Muliat, que vous allez voir ce soir. Également, Charles siège sur plusieurs conseils d'administration d'organismes qui ont à cœur la culture autochtone.
Et il a été présentateur de la très remarquable émission à Radio-Canada 8e Feu et à d'autres événements. Je disais à Charles avant d'arriver que j'avais l'impression de le connaître parce que je suis allée à plusieurs événements que lui-même animait, donc entre autres le Wapikoni Mobile ou des choses comme ça. C'est une personnalité qu'on voit beaucoup dans les lieux de dialogue. En fait, et puis récemment, je vous mentionnerai simplement un de ses projets plus récents, c'était la mise en scène de la pièce Là où le sang se mêle, qu'il a traduit et adapté de la pièce Where the Blood Mixes de Kevin Loring. Je vais passer maintenant à la présentation de notre deuxième intervenant, M. Marco Collin. Qui est acteur et animateur d'Origine. Je vous les enverrai après, hein, si vous voulez. Donc Marco, comme je disais, est également co-directeur artistique des productions Menentaqua. Et il s'est intéressé au théâtre après avoir été impliqué pendant plusieurs années dans le milieu radiophonique autochtone. Il a suivi une formation intensive en théâtre auprès de la compagnie Ondunoc, avec laquelle il a collaboré à maintes reprises. Depuis, il a participé à plusieurs pièces de théâtre, comme par exemple, tout récemment, je vais nommer les plus récentes, puisqu'il y en a beaucoup, Cartomancie du territoire, Là où le sang se mêle également, et comme vous savez, Mouliat, depuis 2016. Et il a fait aussi de la narration. Il a également participé à plusieurs émissions sur de nombreux réseaux, dont le réseau des Premières Nations, dont APTN. Il tient aussi plusieurs rôles dans les séries québécoises et ontariennes, dont le rôle marquant pour lequel vous le connaîtrez peut-être, qui est Wabo ou Bill Wabo dans Les Pays d'en haut. Il a été aussi de la distribution de plusieurs films, dont Mesnac, Pépé Durand, Roche, Papier, Ciseaux, Fille de Devil, Le Depp de Souris à Banspule-Boileau, Miséricorde, etc., etc. Son expérience l'a donc amené à travailler avec plusieurs réalisateurs de renom, incluant ceux que je viens de nommer, et M. Sylvain Archambault aussi. Donc, sans plus tarder, nous passons à notre discussion. Je vais d'abord demander à nos intervenants ici. Donc, en fait, en 2015, avec Xavier Huard, qui est co-directeur avec vous de la compagnie Production Menentaqua, vous avez cofondé la compagnie. Donc, en langue Innu, donc en Innu Aïmoun, Menentaqua veut dire prendre le thé ensemble, se dire les vraies choses, dans le plaisir et la bonne humeur. Tout ça. Avec le choix d'un nom comme celui-là pour votre compagnie de production, on peut déjà s'imaginer que votre compagnie de théâtre est née d'un esprit de rencontre, puis qu'elle est née d'un désir d'aller vers l'autre. Donc moi, je vous demanderais tout simplement au départ, avant qu'on se plonge dans la pièce Moulias plus particulièrement, si vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de votre compagnie de théâtre. Comment est-ce que vous êtes connus, en fait, tous ceux qui étaient comme Xavier, Marco, Charles, et qu'est-ce que vous avez décidé à cofonder cette compagnie? Ben, la genèse commence un peu avant la création de la compagnie comme telle. Il faudrait que tu parles de Poamoun puis de Menentaqua. En 2015, moi, on s'est rencontrés devant l'École nationale de théâtre de Montréal parce que moi, je devais donner la réplique à un jeune Innu qui voulait faire du théâtre. Vous allez comprendre le lien tout à l'heure. Faire du théâtre à Montréal. Donc, moi, j'ai été sa réplique et on s'est rencontrés sur le parvis de cette école-là. Et il y a eu comme des atomes crochus. Donc, on a décidé d'essayer de créer un collage de théâtre. Donc, c'était assez spécial, là. Mais tout de suite, on a vu que ce qui était important pour nous, c'était la collaboration entre les Québécois et les Amérindiens. Et très vite, on s'est posé la question, c'est quoi notre réelle relation ensemble? Donc, on a créé une pièce qui s'appelait Poamoun. On a fait à peu près 4-5 endroits au Québec, notamment dans des communautés amérindiennes, autochtones. Je sais plus. Mais ce qui est arrivé ensuite après, c'est qu'on a commencé à créer Mouliat, qui s'appelait pas du tout comme ça au début. Et on a commencé à travailler. Ensuite de ça, suite à des rencontres avec Claude Poisson, qui travaille au théâtre Denis Pelletier, lui a dit que ce serait le fun de voir ça sur les planches. Donc on a décidé d'essayer de commencer à créer ce show-là. Charles est arrivé et est venu voir quand on a accouché de ce premier texte-là. C'était au Montréal Art Interculturel, la salle sur Jeanne-Mance. C'est ça. Puis j'étais allé voir Marco jouer dans ce spectacle-là. C'est là que j'ai fait la connaissance d'eux autres. À ce moment-là, c'était Charles Buckle qui jouait le chant de cette première... Qui était un peu son histoire, parce que Chanis de ma langue, ça veut dire Charles. Donc ce soir, on va vous laisser un petit peu de surprise, là, parce qu'on utilise quand même la langue. Comme moi, si je pourrais... Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à travailler sur la pièce. Et là, on a décidé, donc, ce serait fun de faire une compagnie. Et là,
Et ça a commencé à être beaucoup plus sérieux. Et côté artistique, c'est le fun. Il y a le côté tout technique qu'il faut faire. Là, mais donc, c'est à peu près comme ça qu'on s'est rencontrés. Et la compagnie Menentaquen est née. Comme elle a dit tantôt, Menentaquen, oui, c'est le fun. Mais ce que nous autres, dans notre culture, ce qui est important, c'est aujourd'hui, on signe des gros contrats. Puis après, on s'en va sur le party fêter ça. Mais avant, ce qu'on faisait, nous, ce qui était intéressant, c'est qu'on allait manger ensemble, apprendre à se connaître. Puis quand on s'était connus comme il faut, là, on pouvait aller négocier. Puis on pouvait aller avoir des vraies ententes. Parce que des fois, je trouve qu'aujourd'hui, on est de l'autre côté, là. Mais donc, Menentaquen, c'est ça que ça veut dire. Puis prendre le thé, c'est un peu Florent Valland du groupe Cacheton qui, pour que ce soit plus compréhensible pour les Québécois, avait dit qu'on va prendre une tasse de thé ensemble ce soir, puis j'ose. Merci beaucoup. Merci. Alors, donc, je voulais juste aussi vous dire que on a choisi un format ouvert là, pour la table ronde. Donc, vous pouvez intervenir à tout moment avec des questions de votre cru ou si vous avez besoin de précision ou des choses que vous voulez demander. N'hésitez pas. Donc, avec maintenant une meilleure idée là, de comment vous avez cofondé la compagnie, puis quel était votre intérêt au départ, je dirais en fait que c'est clair quand même que Mouliat, comme pièce dans la scène du théâtre contemporain autochtone, c'est parmi les pièces qui a le plus tourné. C'est vraiment la première création de production Menentaquen a vraiment connu un vif succès depuis 2015, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis une très large circulation dans la province, à l'international aussi. Je pense que vous êtes en Haïti, si je ne me trompe pas, ouais. Est-ce que vous pouvez peut-être parler un peu de cet épisode-là? Comment se sont créés les liens pour... Je vais laisser Charles, parce que moi, je suis arrivé, je suis parti de moins 30. Moi, je suis parti de moins 30 à plus 30. Donc, en fait, l'idée, c'est que... Comme ce qu'on veut faire d'abord et avant tout, c'est de créer des ponts, c'est de créer des liens avec les gens. Il y avait cette opportunité-là d'aller faire un tour en Haïti, d'aller rencontrer potentiellement des Premières Nations du territoire d'Haïti, parce que les Premières Nations ne sont pas nécessairement reconnues là-bas. Et puis, il y avait une invitation d'un festival de théâtre qui s'appelle le Festival Quatre Chemins, qui avait des amis, c'est Xavier, je pense, qui connaissait, qui avait essentiellement des contacts avec ce regroupement-là. Puis eux autres, c'est un théâtre qui se fait avec à peu près pas de moyens. Donc, ils invitent des compagnies de théâtre qui ne peuvent pas acheter les spectacles. Il faut qu'on y aille de nos propres moyens. Ils nous trouvent une manière de nous héberger, puis après ça, on joue le spectacle aussi souvent qu'on peut pendant qu'on est là-bas. C'est vraiment une occasion pour nous, d'aller présenter le spectacle dans un autre cadre où est-ce qu'il n'y a pas la même relation avec les Premières Nations, puis aussi d'aller créer un lien avec le territoire d'Haïti, parce qu'il y avait aussi l'idée derrière que les Haïtiens ont été reconnus comme peuple ami des... les Inuits de quelle place déjà? C'est qui les a adoptés? C'est Jean-Charles Pietachot qui avait fait ça. C'était-tu... C'est les Mingans, des Inuits, moi. Ouais, c'est des Inuits de Mingans, je pense. Mais littéralement, il y a un chef autochtone qui avait dit, nous, on reconnaît les Haïtiens comme étant, nos amis comme étant un peuple ami, puis eux autres peuvent venir nous rejoindre quand ils vont les adopter. Donc, il y avait cette idée-là d'aller créer un lien avec le peuple haïtien, avec ce spectacle-là. Puis, il y avait aussi l'idée que c'est un voyage intéressant. Là, on se met au défi, puis on est allé faire des ateliers là-bas. On essaie de développer nos propres manières d'aller dans la création, puis on est allé partager nos méthodes de création avec une école de théâtre en Haïti par la même occasion. Et d'avoir été là-bas, ça a renforcé notre désir de vouloir apprendre quelle est notre relation. Là. Nous autres, on parle de relations entre Québécois, autochtones, mais ça peut être entre Canadiens anglophones et francophones, et même nous, entre autochtones, parce qu'il y a 11 nations au Québec. Et oui, on a la même... on vit de la même façon, on a peut-être un petit peu la même façon de penser, mais on a nos différences. Et bien souvent, les différences, au lieu de nous rapprocher, ça nous éloigne. Donc, c'est une question qu'on veut beaucoup réfléchir, puis on ne se gêne pas dans les thèmes où est-ce qu'on va. Nous, on s'est posé la question, est-ce qu'on doit être politically correct, comme on l'est aujourd'hui, mais entre Québécois et Autochtones, on a commencé à écrire des textes. Et en dernier, on ne sait plus c'est qui avait écrit le premier texte d'abord. Puis si c'était un texte d'un Québécois, l'Autochtone, il disait « tu peux aller plus loin encore ». Et vice-versa. Donc, c'est ce que vous allez voir ce soir, jusqu'où on a été. On s'est un petit peu censuré, parce que ça aurait été un petit peu plus fou. Là, mais...
censuré. Parce que moi, je suis le plus fou de la gang. Hein. Moi, On a laissé des portes ouvertes, on n'a rien fermé, on a laissé bien des portes ouvertes. C'est ça, toujours des fils Sur des beaux abîmes, des beaux trous béants. C'est bien le fun. Puis dans le fond, ça, vous y touchez déjà un peu, là, mais il y a beaucoup de ça ici qui sont, on m'a dit, dans un cours de scénarisation plus particulièrement. Puis donc, c'est sûr que le processus, parce que là, vous touchez sur le processus d'écriture de la pièce. D'ailleurs, ce que je fais, c'est que je vais la circuler ici pour la... il y a une version en livre qui a été éditée, donc je vais commencer ici pour plus. Mais donc, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu là, le processus est-ce que vous vous asseoir tout en gang ou vous renvoyez les textes, vous parlez sur Skype à travers une distance? Quel a été le lieu de rencontre qui a permis véritablement l'écriture à plusieurs mains d'une pièce comme Mouliat? C'est tout du monde de Montréal, donc c'est sûr qu'on se rencontrait. Ceci dit, comme il avait commencé avec Menontaguan, la pièce, avant qu'il y ait la compagnie Menontaguan, il y a probablement une étape que moi j'ai moins connue. Là. Mais quand on était en train d'écrire Mouliat tel qu'on le connaît maintenant, on se rassemblait, on discutait des enjeux de la pièce, on écrivait des textes, on se lançait ça, puis après ça, on s'envoyait ça par courriel énormément, évidemment. Là. Mais l'idée, c'est vraiment comme écris, puis éventuellement, quand tu reçois des textes, retravaille-les, lis-les, puis réécris. C'est vraiment juste, il faut jamais que tu te censures, faut que tu te forces à écrire. Et puis, éventuellement, c'est ça, c'est qu'il y a une mise en forme qui est faite. C'est Xavier, essentiellement, qui s'était mis à l'extérieur, puis qui avait fait comme, OK, je vais prendre les textes, je vais essayer de les mettre bout à bout, puis on va créer quelque chose avec ça. Puis on était assez critiques, on était assez critiques entre nous, et même, il y a des conflits, pas pour en venir au coup, mais je veux dire que on se challengeait beaucoup dans nos relations entre nous, entre Québécois, entre Indiens, tout ça. On n'était pas toujours d'accord, puis on partait de notre bord. Mais ça, c'est ce processus-là de se rencontrer, soit en petits groupes ou ensemble, tous ceux qui ont mis la main à la pâte, ça a fait avancer des fois, dans ces petits conflits-là, arrivait une autre scène. Donc, il y a quelqu'un qui arrivait avec un autre texte complètement... tu sais, est-ce qu'on va s'excuser ou est-ce qu'on va aller... si on va nettoyer ça, on va laver notre linge sale en famille. Donc, le processus a été quand même sur 6 mois. Je dirais 1 an, même de ça. Et après ça, on a décidé de dire, OK, là, c'est sérieux, on a quelque chose. Puis là, on a commencé à faire les démarches pour avoir la compagnie. Là. Et là, on a mis la machine en branle. Donc, vraiment un processus qui a duré quand même longtemps, là, tu comprends? Puis que donc les conflits réels ont donné lieu à des moments là, de création. Si tu te censures pas puis tu acceptes que tu vas dire la vérité constamment, tu acceptes que ta relation va prendre un coup, tu sais, que tu vas... que des fois, il y a des tensions qui vont se lever, mais éventuellement, comme on est dans un processus créatif, que notre idée, ultimement, c'est de faire un lien à travers toutes ces choses-là, puis de créer un espace de discours, un espace de dialogue. C'est sûr que tu as l'objectif, ultimement, de dire il faut qu'on trouve un moyen de se rassembler, puis de présenter ça sur scène plus tard. Donc, c'est là que l'amitié se reconstruit. Mais il fallait qu'on se dise les vraies affaires, il fallait qu'on se censure pas, qu'on soit très direct, qu'on soit très brutal. Puis c'est un peu ça que le spectacle fait. Le spectacle est brutal à certains moments. Il est assez... direct. Oui, il est assez direct. Puis, mais en même temps, c'est ça qui nous permet de dire, bon, on a foncé dans toutes les obstacles possibles, dans tous les tabous possibles. Maintenant qu'on les a tous explorés, qu'on les a tous ouverts, comment est-ce qu'on fait pour impacter quelque chose qui va ressembler à une relation saine? Puis c'est comme en amitié ou dans les familles. Des fois, on n'est pas tout le temps content, pas tout le temps heureux. Et c'est un peu comme ça qu'on a continué à se rendre juste au point, presque, je vous dirais, on the edge, sur le fil du rasoir, pour qu'on se parle plus. D'ailleurs, on se parlait pas pendant 2-3 semaines. mais c'est drôle, mais ce processus-là fait en sorte que c'est comme on a fait germer cette idée-là de se poser les vraies questions. Dire, t'es qui, toi? Moi, je suis qui? Puis c'est quoi? C'est quoi notre relation? Puis, tu sais, bien souvent, quand on y va, on voit les gens à TV ou ah oui, on s'aime, on se promène main dans la main, puis aussitôt que t'es rendu de ton bord, on s'envoie chez le diable. Hein? Mais nous autres, au lieu de s'envoyer chez le diable chacun de notre bord, on était ensemble, puis on se disait les bonnes choses. Ben, les bonnes choses. C'est devenu bon, parce que ça fait 3 ans qu'on est ensemble et on est encore vivants. Ça, c'est pas pire. C'est bien. Ben, là, ce que j'aurais fait, en fait, à moi qu'il y ait des questions sur
des aspects qui ont été mentionnés. Oui, madame, aussi. Et mademoiselle après, donc madame et mademoiselle. Oui, ah ben, OK. Mademoiselle d'abord. Je suis juste curieuse, c'était quoi un peu les sujets auxquels vous avez des conflits? Mais ça pouvait être... On a tellement écrit d'affaires qu'à un moment donné, c'est comme... Des fois, ça peut être un détail sur comment est-ce que tu vas utiliser un certain mot dans certains contextes. On utilise-tu le mot amérindien? À quel moment est-ce qu'on l'utilise? Jusqu'à... Détaillé que ça? Pardon? Des choses aussi détaillées que Ça peut être très, très, très pointu. Ouais. On pouvait se battre pendant 3 semaines sur un mot. Puis des fois, c'est des enjeux globaux. C'est comme, c'est vraiment comme ça que tu perçois les Autochtones? Moi, c'est pas de même pas en tout qu'on se perçoit. Les nous autres. taxes Pourquoi? ou les choses comme ça, Oui. ou carrément de dire, bon, c'est lui, il est Wendat, moi, chez nous, bon, on vit Oui. pas pareil, puis on a, tu sais, puis dans la vraie vie, là, on va vous dire que nos nations, tu sais, nous autres, on se connaît très bien, tu sais, parce on a dépassé ces choses-là, mais nos nations ont des disputes territoriales, des disputes philosophiques, mais tout ça, bon, mais nous autres, c'est comment qu'on peut dépasser ça? Tu sais, on peut... tu sais, c'est comme à Montréal, les anglophones, francophones, tu sais, on s'aime tous, on vit ensemble, mais tu sais, il y a des choses qu'on veut pas aller voir. Mais nous autres, on a dit, on va aller les voir. Puis ça fait mal, tu sais, il y a des choses, même avec les Québécois, on s'est dit, tu sais, comme il y avait des textes qui venaient de Poimoun, notre premier spectacle. C'est un Québécois qui l'avait écrit, puis il parlait de... Tu sais, il y a ça aussi qui a resserré nos liens, c'est qu'on s'est ouvert dans ces textes-là. Quand tu parles que ton père est mort, tu sais, tu dis ça à ton ami, puis il nous raconte tous les détails. Tu sais, il y a comme des inhibitions qui sont plus là. Tu sais, puis tu te poses la question, tu dis, lui, il a été jusque-là pour offrir ce qu'il est vraiment. Puis donc, tu sais, on dirait de petit à petit, c'est qu'on y est allé. Puis jusque des fois dans les parties les plus sombres de nos vies, ça fait que, tu sais, ça solidifie un petit peu plus le processus, mais ça fait entre autres que t'es plus franc. Tu sais, quand la vérité est là, on est plus capable de s'appuyer un sur l'autre. Tandis que si on se pète de la broue tout le temps, tu sais, ça apporte le fait que quand l'autre est parti, tu vas parler dans son dos ou tout ça. Mais tandis que ça se peut aussi encore. Là, mais... Non, mais je veux dire que ces processus-là, ça a fait en sorte qu'on s'est solidifié. Puis ça pouvait, comme Charles l'a dit, ça pourrait être d'un petit détail à des choses qui étaient énormes. Hein. Il y avait une question Merci, aussi, vous oui? avez un peu répondu, mais ce que j'étais curieuse de savoir sur quel thème, par exemple, vous étiez plus entendu favorablement. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, oui, c'est vraiment ça qu'on veut faire ensemble, puis c'était autour de quelle idée ou quelle volonté de faire quelque chose ensemble? Qu'est-ce qui a fait que vous avez maintenu finalement ce processus-là, même si on sent qu'il y a beaucoup de confrontation ou de difficultés, disons, d'obstacles? Je dirais c'est de se parler. C'est quand j'ai dit aucune inhibition, c'est on était amis à un moment donné, puis après ça, bon, puis il y a quelqu'un qui amenait un sujet, puis là, on partait là-dedans. T'sais, encore maintenant, il y a des sujets, on peut pas tout le temps être d'accord, tout le monde ensemble. Mais tu sais, on a... Puis en vieillissant, t'as tes bases sont solides. Mais il faut apprendre à se promener là-dedans, mais sans avoir peur d'aller où est-ce que ça fait mal. Puis le gros travail à faire aussi, à un moment donné, c'est d'être capable de faire la différence entre l'ego et la dignité. À un moment donné, ça se peut que tu sois en train de te battre pour quelque chose, puis que ce soit juste ton ego qui soit en train de travailler sur de quoi. Parce que comment ça, mon idée n'a pas été retenue, puis c'était une bonne idée, puis ils sont en train... C'est pas ta dignité qui est en train de parler, c'est ton ego. Puis il y a des fois, c'est comme non, là, la manière que tu me dis de me représenter, c'est pas approprié. C'est justement le mythe que j'essaie de déboulonner, puis toi, tu es en train de me forcer à rentrer dedans, à rester pogné là-dedans. Là, à ce moment-là, c'est une question de dignité. On pense que c'est très facile de faire la différence, ça l'est pas tout le temps. Surtout quand tu es dans un processus créatif, parce qu'il y a beaucoup de subjectifs là-dedans. Et puis c'est pas facile non plus quand tu sais que tu as un deadline. À un moment donné, il arrive un moment où est-ce que c'est comme, hey, on présente dans 3 semaines, là, il faut qu'on avance, il faut qu'on arrive à une solution, il faut qu'on ait trouvé le point d'ancrage qui va nous permettre de continuer à avancer. Puis je dirais que moi, à mon sens, Mouliat, c'est encore un travail en développement. Même si la pièce est imprimée, même si elle a été jouée à plusieurs reprises, il y a encore des moments où je me dis, ah, celle-là, on aurait dû aller plus loin, on aurait pu aller plus loin. Ça, je pense qu'on aurait pu l'aborder d'une manière différente, qui aurait été plus claire ou qui aurait été plus proche d'une vérité qui nous représentait nous. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu acceptes
que tu vas laisser ton ego de côté, que tu vas accepter qu'il y a un deadline qui s'en vient, puis on va s'orienter vers ça. Puis il arrivait aussi que dans le cas de ce projet-là, il y a Xavier finalement qui avait pris le contrôle à la fin, qui a dit bon, ben je vais m'arranger pour qu'on ait une forme qui soit capable d'être présentable sur scène, parce que c'est comme ça que les postes s'étaient octroyés. Fait qu'il a dû prendre des décisions avec lesquelles pas tout le monde était tout le temps en accord, mais on s'est dit bon, ben c'est la meilleure des solutions qu'on a à ce moment-ci. Puis en même temps, je veux dire, même s'il y a encore des désaccords sur certaines choses, l'ensemble qui nous échappe tous a connecté immédiatement avec le public. Il y avait assez d'informations, il y avait assez de moments chocs, il y avait assez de moments intimes et personnels pour que les gens s'accrochent à ça et fassent comme tout le monde se reconnaît quelque part dedans. Il y a la valeur d'accident aussi derrière ça, de gens de très bonne volonté qui ont travaillé très très fort, mais il y a une certaine valeur d'accident. Ça aurait pu être un spectacle qui aurait été un échec total. Mais c'est ça, des fois tu présentes quelque chose que tu as fignolé pendant super longtemps, sur lequel tu as travaillé, tu as sué ton âme dans un projet, puis ça donne rien, puis des fois, ben tout d'un coup, paf, tu penses avoir fait quelque chose qui était un petit objet sympathique, qui allait peut-être avoir une certaine vie, qui allait apporter certains thèmes, puis après ça, bon, on allait passer à autre chose. Puis finalement, ça devient quelque chose autour duquel tout le monde se rassemble. Tu fais comme, oh mon Dieu, OK, c'est là qu'on s'en va. Mais parfait, allons-y. Ça nous a comme dépassé, parce qu'au début, on pensait qu'on allait faire notre run, 3 semaines, puis après ça, on passe à autre chose, là. Mais tu sais, après là, c'est drôle, il y a comme un sentiment qui est totalement l'inverse. Parce que là, on arrive à la fin, parce qu'on a d'autres projets en tant que compagnie, en tant qu'individu, parce qu'on a nos carrières personnelles aussi. Mais là, on est rendu, c'est la 3e. Tu sais, avant, quand tu fais des choses, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, c'est 3, 2, 1. Puis après, on passe à autre chose. Tu sais, il y a comme un petit peu de nostalgie qui s'installe. Ouais. Mais ça nous a surpris vraiment de l'accueil. Il y a un contexte, je dirais, sociétal qui est favorable à la rencontre avec les peuples autochtones et tout ça. Ouais. Donc, ça nous a dépassé. Et le désir, pour nous, c'est nouveau, là, je veux le dire, le désir des Québécois de vouloir en savoir plus sur les Autochtones. Puis, tu sais, nous autres, ça nous dépasse un peu, parce que durant plein d'années, on se connaissait pas, ou on marchait côte à côte sans jamais se regarder, comme s'il y avait une frontière qui était invisible. Et donc, après tous ces 3 années-là, c'est quand même assez intéressant de voir où s'est rendu cette tentative de comprendre qui suis-je. Parce que je pense que les 5 acteurs, c'est ça. Qui suis-je dans la société dans laquelle on vit? Tabarouette, tu parles comme ça. C'est très intéressant aussi de vous avoir ici pour parler de ça après tout ce temps-là aussi, parce que dans le fond, vous avez... autant il y a eu une espèce d'édifice qui s'est créé, en société, autant vous êtes une pierre aussi qui a amené parce que vous faites partie du contexte aussi qui rend ça plus favorable justement à ce genre de discussion-là, l'intérêt, la curiosité, les pièces comme Mouliat, ça contribue aussi au contexte social vraiment d'une curiosité qui est de plus en plus visible, de plus en plus générée, mais aussi dans des espaces comme ici, par exemple, je veux dire, la nouvelle génération est beaucoup plus alerte, il y a beaucoup moins c'est beaucoup moins facile. Je sais que du point de vue des professeurs, souvent, moi j'enseigne aussi, donc on peut, même des fois, on a quasiment comme, c'est comme si la société était avant nous, même des fois, on a des questions auxquelles on n'a pas de réponse, puis on va les chercher, avant, au lieu de devoir dire que c'est quelque chose de tout uniforme, puis qu'au fond, c'est pas... Donc, il y a vraiment ce contexte-là. Donc, c'est intéressant de vous entendre parler de vous l'avez vraiment vécu au niveau de... Ça a propulsé aussi votre pièce. Puis, est-ce que... Parce que je suis pas certaine, dans le fond, au départ, quand vous avez commencé la pièce en 2015, vous avez... Ensuite, ce qui a apporté de plus en plus de représentation, ça a été vraiment comme l'intérêt qui a été généré autour de ça, ou vous aviez comme un directeur de tournée ou quelqu'un qui... C'est issu de vos démarches ou c'est issu vraiment de la demande que vous sentiez dans le milieu? C'est sa partie... tu sais, c'est pas quelque chose qui était tout planifié. C'est des rencontres que nous, on a fait, que... Tu sais, comme on a tombé avec quelqu'un qui prépare des tournées. C'est un des gros au Québec. Tu sais, c'est des... moi, j'ai toujours dit, des fois, il faut être au bon moment, au bon endroit. Tu sais, on a eu quand même des coups de chance que nous, on connaissait pas. On voulait pas trop embarquer dans ce genre de... Tu sais, parce que veux pas, quand tu commences quelque chose, ça devient vite gros, hein. Et ça a commencé à être gros, puis à un moment donné, on se posait la question, on va dire... Tu sais, quand on regarde les personnes qui sont rendues énormes, tu te poses la question, on veut-tu aller là, nous?
Est-ce que si on va là, est-ce qu'on va se perdre? Est-ce qu'on va diluer ce dont on veut parler aux gens, ce dont on veut partager, puis quoi on veut comprendre? Puis on a eu beaucoup de chance, je te dirais, et quand toutes les pièces tombent au bon endroit, c'est ça qui est le fun. Je pense que même si on demandera à Natacha, Christophe, parce qu'il y a des gens qui ont... Il y a des jeunes qui sont venus travailler avec nous, et pour eux aussi, ça a été des bons moments, des bons endroits, qu'il y en a qui ne pouvaient pas. Là, ils sont embarqués avec nous, puis là, ils sont rendus dans d'autres pièces. Il y a quelque chose qui était là, qui était latent, mais qui a aidé le Mouliat à grandir et prendre sa place dans ce qu'on a aujourd'hui. C'est aussi une pièce que, normalement, en termes de circulation, on pourrait, dans les de Trois Pistoles, Passe-Lébiac, vous allez au lac, vous revenez des îles. C'est incroyable quand même la circulation aussi qui a été générée, parce que souvent aussi le reproche qu'on va avoir, c'est que c'est très montréalocentriste. Le titre de la pièce Mouliat, justement, Montréal en Languinou, ça aurait pu apporter à cette critique-là, mais finalement, je pense que la chance et votre propre ferveur vous a amené... En même temps, c'est pour ça que c'est une affaire importante à prendre en considération en écriture, c'est qu'il ne faut jamais écrire en pensant qu'il faut être sûr que tout le monde comprenne. Il faut écrire en fonction de ce que nous autres, on connaît, ce qui est intime, ce qui est personnel, ce qui est très, très proche de toi. Plus tu vas être sincère par rapport à qui t'es, plus tu vas être sincère par rapport d'où tu viens. Plus tu vas être sincère par rapport à quelque chose de super unique que tu as vécu, plus tu risques de connecter avec l'homme, avec les gens d'une manière générale, d'une manière universelle. C'est niaiseux, là, mais c'est pas en disant, je sais pas comment le dire, il n'y a pas d'exemple qui me vienne en tête. En fait, je pense tout le temps à Leonard Cohen. Leonard Cohen écrit des affaires, des fois, dans ses textes qui sont tellement précis, qui sont tellement à propos d'une anecdote clairement précise pour lui, qui est incomparable, que tu ne pourrais pas transposer à quiconque d'autre. Mais quand tu écoutes ses textes, c'est tout le temps universel. Tu pourrais être n'importe où dans le monde, tu pourrais être de n'importe quelle descendance, tu vas quand même connecter à l'intime hyper personnel qu'il partage, qu'il propose. Puis c'est ça qui arrive avec Mouliat, c'est que même si on faisait se passer ça à Mouliat, même si on essayait d'être le plus intime par rapport à nos propres expériences, c'est en étant très honnête, très sincère, très intime, que les gens reconnaissent quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique, quelque chose de sincère. Parce que la vie, c'est la vie, hein? Que tu parles d'identité, que tu parles d'amour, de haine, de famille. On s'est aperçu que dans ce qui est vrai, c'est une chicane de famille, tu te parles plus pendant des années, ça existe pour le vrai. Puis les gens, ce qui arrive, c'est que plus tu es vrai, plus les gens se reconnaissent. Ouais. Ils se voient sur scène, puis on va dire, hop, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Puis je pense que ça a été ça un petit peu qui a été gagnant aussi pour moi. Parce que c'est transposable à n'importe qui, tu sais. Je veux dire, on parle d'identité, on parle d'exil, on parle de conflits intergénérationnels, de conflits à l'intérieur d'une même famille, on parle de l'aliénation. Puis je veux dire, c'est tous des thèmes qu'on est capable de connaître, qu'on a rencontrés d'une manière ou d'une autre à un certain moment dans notre vie. Toutes ces choses-là sont l'ignorance, ouais, c'est ça. La peur de l'autre. Plus on est sincère, plus on est honnête avec ça, plus on le rattache à quelque chose qui est personnel, plus les gens connectent avec l'universalité de ce dont on parle. Bien, là, je vais passer en fait à une portion, parce que là, je vais vous ramener au-delà de l'universalité, l'aspect plus spécifique de la forme théâtrale, le Mouliat comme performance théâtrale. C'est très, je pense qu'il y a des moments où c'est important que Mouliat soit une pièce de théâtre et pas une autre forme d'art. Mais avant de vous faire commenter sur cette question-là, dans le fond, sur la question de pourquoi est-ce que vous avez choisi que Mouliat soit une pièce de théâtre spécifiquement, je vais donner un peu de nourriture à notre auditoire qui n'a pour la plupart pas vu la pièce. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer deux petites captations vidéo, deux extraits de Mouliat. Donc, ça va vous donner répondre un peu sur la question des thèmes, un peu quel genre de thème on pourrait voir aborder. Je donne pas de punch, donc j'espère que non. En tout cas, mais donc, je vais aller partir à la captation, puis Donc, ils viendront pas ce soir. Pas besoin. C'est l'extrait de 15 minutes. Toute la pièce peut se résumer en 3 minutes, dans le fond. J'espère que c'est pas ces 3 minutes-là que tu as choisi. Voyons, Marco, on a la même mère, on vient de la même région. C'est quoi, moi, tu n'es pas même? Et là, tu m'as donné une action, tu t'as une mode sur Willen. Tu sais, chaque fois, tu t'es mis ta main à mon étienne? Now what?
Fait que je veux dire, t'es-tu... Inou. It? Hein? Non. Inou pis Inuit, c'est pas pantoute la même affaire. Finalement pas. Est-ce que je veux dire, t'es-tu... Je suis... autochtone? Ouais. Ouais. Avec la carte pis tout, là. Ah ouais. Excuse-moi, on t'est rendu où? Montchemet. No Chimet. Ouais, dans le bois. Hein? Chouliard. Chouliard. Ça de l'argent. Ah. Pinnego. Pinnego? Ouais. Ça, c'est bingo, ça. Opustouillat. Opishtuiuat. Ouais, Québec. Bouliat. Mouliat. Montréal. Nuichiwagan. Nuichiwagan. C'est mon ami. Speak white. C'est une langue riche. Pour s'acheter, mais pour se vendre. Speak white. Mais pour se vendre à perte d'âme, mais pour se vendre. Ah, speak white, big deal, mais pour vous dire l'éternité d'un jour de grève. Pour raconter une vie de peuple concierge. Mais pour rentrer chez nous le soir, à l'heure où le soleil s'en vient crever au-dessus des ruelles. Mais pour vous dire oui, que le soleil se couche, oui, chaque jour de nos vies à l'est de vos empires. Tu sais quoi que je me fais dire le plus souvent quand je rencontre des Blancs d'habitude? Ah! T'es Indien? Dis donc ben le fun! Ça veut dire que tu payes pas de taxes? T'as rendu compte comment il n'y a pas de « est-ce que » avant la phrase? C'est pas une question, ça. C'est un esti d'affirmation. Puis ça vient de quelqu'un qui pense être fin, qui va avoir une conversation intelligente avec moi. Un bitch, un cliché gros comme le bras, en pleine face, sans aucune arrière-pensée. Puis moi, je suis supposé faire quoi? Je peux pas répondre à une question. Elle m'a même pas posé de question. Faut que je passe pour un impoli direct en partant, puis j'y explique qu'elle vient de dire une niaiserie. C'est vrai? Faut bien que tu payes pas de taxes? Marco, tu as ton même. Ils comprennent pas. Non, on va continuer le spectacle. Mais non, ils comprennent pas. C'est trop drôle. OK, comprenez-vous? Arrête de rire du monde, je t'arrive. Je ris pas du monde, je ris de la situation, là. C'est pas pareil. OK, je vais leur montrer. Faut leur montrer, là. Je vais leur montrer. OK? Oui. Tiens, tu vas me faire. C'est quoi? Ouais, je sais que les plumes sont peut-être pas de la bonne couleur, là, mais c'est cool, hein? Être indien ou ne plus être indien. C'est là la question. La chute est un grand territoire. Je pense que je suis partie de la terre. J'ai mangé le sable, j'ai avalé la tourbe. J'ai mâché mes cheveux pour essayer de trouver le bout de la terre noire qui marche autour de la réserve. La réserve est un grand territoire. En dedans, le monde autour plonge ses racines. J'atteins le vertige. J'atteins le vertige lorsque je plonge dans mon sang. La terre du monde a bu mon sang. On monte à Match-Teuillats en fin de semaine? Ah ouais? Ben, tu viens-tu? Je peux. Ben, quand? Je suis vraiment pas de trop, là. Je peux dormir sur le divan ou sur j'ai un petit matelas dans le débarras, ça peut faire la job, ça me dérange pas. Là. Laisse faire mon matelas, là. Vous faire ta valise, ça prend 20 minutes. Est-ce qu'on va pouvoir manger de l'orignal? Non, on verra. On pourrait peut-être aller en chasser aussi, je veux dire, j'ai jamais fait ça de ma vie, là, mais je suis capable de pas faire de bruit dans le bois. Non, non! Non, non, je peux pas, les gars. Pas. J'ai pas renouvelé mon passeport. Ouais, non, c'était une joke, j'aurais dû voir votre face. Stop! C'était pas ton passeport. Ils laisseront pas rentrer, ça. C'était une joke. T'aurais dû voir ta face. J'ai même pas cru. C'est même pas. C'est pas correct, ça. Viens-t'en! Ah ouais, va t'avoir, je vais m'en aller, tu vas voir. Un 6 heures, de l'hôpital, tu sais, va t'avoir. Ben, dans le fond, donc,
j'avais posé la question avant de savoir, mais là, ça me donnait un petit exemple aussi pour l'auditoire, savoir un peu de quoi on parle, mais pourquoi, dans le fond, la trame narrative et les thèmes de Mouliat, tu sais, là, on voit la rencontre, la première rencontre, ces thèmes-là, c'est des thèmes qui auraient pu être développés à travers plusieurs formes artistiques. Donc moi, je veux savoir pourquoi avoir choisi le théâtre pour faire Mouliat. La réponse vraiment évidente et niaiseuse, c'est parce qu'on était des artistes de théâtre. Donc forcément, c'est le médium que nous autres on privilégie dans ce genre de création-là. On est tout du monde qui sortait d'une manière ou d'une autre de ce qui est l'art vivant. Y compris Natacha qui avait touché au slam, qui avait touché à la performance publique, mais qui effectivement, elle, est plus du côté de la littérature. C'est sûr que les outils comme le cinéma, par exemple, toute la vidéo, tout ce que le Wapikoni Mobile fait déjà, ils le font très bien, puis il y a déjà une très, très bonne offre de ce côté-là. Mais c'est sûr que nous autres, si on suivait les compétences qu'on avait, moi j'étudiais en théâtre à Concordia, Marco avait fait la formation avec Ondinoc, Xavier sort de l'École nationale de théâtre, on avait Christophe qui était impliqué déjà longtemps avant. Qui était allé à Sainte-Thérèse. Oui, qui était allé à Sainte-Thérèse. Ils se sont rencontrés sur, d'ailleurs, Charles Buckle, qui était dans la première version, Menwen Tagwan. Xavier et Marco s'étaient rencontrés, comme il disait tantôt, sur les marches de l'École nationale pour une audition. Donc le théâtre était déjà en partant le lieu de rencontre où toute cette chose-là s'était faite. Puis c'est sûr que nous autres, on est en art vivant, la relation possible de rassembler des gens dans une salle de théâtre, de dire que tous les gens se sont déplacés physiquement pour être là ce soir-là, à ce moment précis-là, pour voir une représentation qui va ne se passer qu'une seule fois dans l'histoire de l'humanité, même si le spectacle va être fait à plusieurs reprises, cette représentation-là, elle est unique à ce moment-là. Il faut qu'on profite du momentum où tous les gens sont réunis, sont tous déplacés pour être avec nous, pour vivre ce moment-là. C'est pour ça qu'on sert le thé après et qu'on prend le temps pour jaser avec les gens. C'est qu'on est là physiquement, on est là ensemble dans le même espace. Il faut qu'on en profite, il faut qu'on capitalise sur cette opportunité-là. Si du jour au lendemain, le monde disparaissait autour de nous, à ce moment-ci, en ce moment, on serait les seuls survivants. C'est nous qui serons ensemble, c'est nous autres qui allons rebâtir le monde. Fait qu'il y a toute cette mentalité-là derrière l'art vivant, la possibilité de la rencontre physique, directe, face à face, les yeux dans les yeux, en train de respirer le même air, en train d'avoir les cœurs qui battent au même rythme. C'est le désir aussi, pour nous, je vais aller plus côté autochtone, de se raconter. Parce que bien souvent, l'histoire, nous, on ne l'a pas écrit, on l'a écrite pour nous. Et moi, au début, quand on discutait, on disait, des fois, on chiale, je dis, on va arrêter de chialer, on va raconter notre histoire. C'est pour ça que depuis quelques années, il y a plusieurs textes qui ont été écrits. Il y a beaucoup de textes qui sont... C'est beaucoup plus vivant du côté anglophone, du côté autochtone. Là. Mais il y a des institutions. Au Québec, on traîne la patte un peu, mais donc, nous autres, on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va y aller. On va aborder des thèmes qui nous touchent, qui nous font mal à nous aussi, parce que moi, j'aime beaucoup dire qu'avec... vous avez entendu parler des écoles résidentielles, de tout ce qui s'est passé avec les Autochtones. Mais moi, quand on en a... quand on doit en parler, moi, je dis toujours... c'est bien d'en parler, mais c'est parce que là, on éveille vos consciences à vous. T'sais, donc, vous apprenez des choses que c'est pas tellement nécessaire, c'est pas nécessairement le fun à entendre, mais ça fait partie de l'histoire. Quand on veut parler de l'histoire, il faut dire tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Puis après, là, on va être égal, puis là, on va repartir à zéro. Mais si on cache ça, c'est peu importe. Si on parle du sort des Québécois avec les anglophones, mais tant qu'on ne règle pas ces choses-là, on ne peut pas avancer. C'est pas seulement au Québec, c'est un peu partout. Mais ça éveille vos consciences, mais nous, quand on y va dans ces thématiques-là, ça réveille notre inconscient. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ça réveille nos douleurs à nous. Parce que moi, quand je joue ces textes-là, parce qu'il n'y a pas seulement cette pièce-là, parce qu'il y a comme... On est sur la belle vague, présentement. On en parle, on s'intéresse aux Autochtones, mais pour nous, ça réveille cet inconscient-là, ces douleurs-là. C'est mes amis, mes cousins, des gens que je connais qui sont allés dans ces écoles-là, qui ont vécu la violence intergénérationnelle, parce que des fois, cette violence-là qui était conservée à l'intérieur, ça se transmet de génération en génération, pour nous aussi, mais c'est pas seulement pour nous, mais malgré tout, on désire à continuer à parler de ces choses-là, parce qu'on trouve ça important de partager qui on est. Parce que bien souvent, moi, quand je regarde pour jouer pas mal, là, des fois, on me met des mots dans la bouche que je trouve ça un petit peu drôle. Que nous, moi, je dis, on parle pas comme ça, on passe pas comme ça. Mais au lieu de chialer, tu sais, je vais dire, bon, c'est de s'expliquer avec l'autre, on va dire, ça me tente pas trop de faire ça, là, mais nous, on le ferait comme ça.
Donc, c'est important de partager toutes ces choses-là. Donc, Mouliat aussi, c'est comme au-delà d'un espace de rencontre pour vous dans votre parcours, mais aussi pour le public qui vous rencontre. C'est aussi un espace vraiment d'auto-représentation. C'est vos représentations de vous-même. C'est vous qui choisissez comment vous allez le faire. J'aurais aimé, parce que je sais que dans le fond, il y a la pièce Mouliat, mais il y a également l'extension du lieu de rencontre que la pièce représente à travers, justement, comme vous dites, prendre le thé avec l'auditoire à la fin de chaque représentation. Puis, je me suis beaucoup intéressée à, disons, l'historique de cette pratique-là. Comment vous en êtes venu à instaurer ça? Puis, ça fait déjà pratiquement 3 ans et plus que vous tournez. Pourquoi est-ce que vous avez... Parce que moi, je vous ai vu dans 3 représentations, puis après toute l'énergie que vous passez là, sur scène, c'est quand même assez admirable d'avoir toute cette énergie-là après pour aller ouvrir la discussion avec le public, prendre le thé, puis avoir des réactions, puis sans doute que pour vous aussi, c'est l'aspect fraîcheur après 2-3 ans, ça doit, les réactions doivent commencer à se ressembler et tout. Donc pourquoi mettre tout ce temps et toute cette énergie dans cette pratique-là? D'où elle vient et puis pourquoi continuer de le faire? Le truc qui est important là-dedans, c'est de dire que quand on se rassemble en tant que Première Nation ou quand on décide qu'on convie des gens en tant que Première Nation, on va festoyer avec eux autres, on va faire un festin avec eux autres. Il y a toute l'idée à la base de quand tu reçois du monde, tu les fais manger. Tu partages un repas, tu partages ce moment-là. C'est pas juste on se rassemble, on va faire une petite conférence, on va jaser pendant 1 heure, puis après ça, chacun part de son bar. Si tu rassembles du monde, c'est parce que tu veux vraiment prendre le temps de les connaître. C'est sûr qu'on peut pas servir un gros repas d'orignal avec de la bannique à tous les soirs. Fait que le symbole qu'on crée à ce moment-là, c'est qu'on va partager du thé. C'est du thé qui a été cueilli par quelqu'un qu'on connaît. C'est pas du thé du Labrador qu'on a acheté chez Rachel Berry, là, tu sais. Fait qu'on le partage pour de vrai avec le public. C'est une question qu'on crée la symbolique. Devenez, on a quelque chose de plus à vous partager que juste des mots. Puis vous autres aussi, vous avez quelque chose à partager nous autres. On a offert une vision du monde, c'est à votre tour de venir nous nourrir de la vôtre. Fait que quand on parle avec le public, idéalement, on fait pas juste donner un cours d'Autochtone 101, on fait pas juste dire « Ah, ben le processus créatif, c'était ça, puis oui, c'est dur à apprendre des textes, puis nanana », comme souvent, comme on l'appelle, les talk-back avec le public se font normalement après un théâtre. L'idée est vraiment de faire en sorte qu'on est tous ici ensemble, fait que profitons-en pour se parler. C'est sûr que comme nous autres, on est sur scène, ça devient souvent une conversation comme on a ici en ce moment, où est-ce que nous autres, on explique quelque chose, puis les gens posent des questions dans la salle. Mais les moments où ça a été plus le fun, c'est comme à Bécomo, où est-ce que tout d'un coup, les gens dans la salle se mettaient à se parler entre eux. Puis ça, c'est vraiment l'idéal. C'est là ce que tu dis, bon, on a un groupe avec nous, il y a des Autochtones dans la salle, il y a des Allochtones dans la salle. Là, tout d'un coup, tu essaies de répondre à une question, mais tu te dis, hey, mais on a des gens ici de Bécomo, de la communauté de Pessamit, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Puis là, pouf, là, tout d'un coup, ta communication vient de se créer. Puis là, ils se parlaient ensemble, puis toi, t'es là, tu fais ça, t'es pas fâché, t'es content de dire que... Tu le laisses aller. Ça a créé ce qu'on voulait, justement. Puis ce que ça amène aussi, c'est que c'est organique. C'est que de voir que les questions... Quand les gens viennent voir un show, on se fie à leur intelligence. OK? Puis donc, quand ils sont là, nous, on vous propose quelque chose et qu'est-ce que ça résonne en vous? Puis à la fin, ceux qui nous posent des questions, oui, ça peut paraître redondant des fois, ce qu'on entend, mais c'est très nourrissant parce qu'il y a des choses qui arrivent qui nous disent « Ah oui, ça fait 3 ans, ça fait 80 fois que je le joue et j'avais jamais pensé que quelqu'un puisse voir ce spectacle-là de cette manière. » Puis donc, c'est ça qui est intéressant. Puis il y a un échange qui se fait. Nous autres, on leur donne beaucoup de nous, mais ils nous renvoient tellement d'énergie à la fin que c'est quelque chose qui s'imbrique ensemble et qui est beau. La formule a été reprise pour Là où le sang se mêle, qui est le spectacle qu'on a fait l'année dernière, qui est le texte de Kevin Loring. Puis là, à ce moment-là, vraiment, on fait asseoir les gens en rond. La pièce est née d'un cercle de partage. Fait que tu commences ton cercle de partage, c'est les personnages qui partagent en premier, qui se partagent en premier. Mais après ça, une fois que la pièce est terminée, ben c'est au tour du public de partager. Donc, on fait passer la plume d'aigle, dépendamment de l'aîné qui est là à ce moment-là. Ou bien ça va être un partage d'enseignement de l'aîné, mais souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir l'aîné va passer sa plume d'aigle, ça va être comme toi, partage-toi. Tu as le temps, l'espace est à toi. Fait que c'est quelque chose à partager, puis là, c'est comme... Puis il y avait des moments, à certains soirs, où les gens, vraiment, c'était un partage profond. Là, on parle là où le sang se mêle, justement, on parle plus spécifiquement des écoles résidentielles et des impacts intergénérationnels des écoles résidentielles. Donc les gens qui recevaient la plume d'aigle, des fois, ils se mettaient à pleurer, puis c'était comme... Moi aussi, j'ai été abusé quand j'étais jeune. Là, tout d'un coup, t'es comme, OK, wow, on est rendu loin. Là. Les gens partagent des choses très intimes.
dans un cercle de partage. Mouliat se prête un petit peu moins à ça. Mouliat, c'est beaucoup plus léger dans son approche relation avec le public. Mais là où le Sans-Sommeil, déjà, on commençait à rentrer dans quelque chose qui était très... Non, on est ici pour créer une communauté. On n'est pas juste ici pour faire du théâtre, pour vous raconter une belle histoire. On est ici pour créer une communauté avec vous. Mais il y a quelque chose qui est drôle là-dedans, c'est que la première présentation qu'on a faite, on voulait le faire une fois par semaine. Puis après le premier soir, ça a marché. Puis bon, ça c'est très drôle parce que là, on a dit ça marche, il faut s'acheter du thé du Labrador. Puis moi, je suis à Montréal. Puis celle qui me fournit, tu sais, c'est celle qui m'en donne, elle reste au Saguenay. Puis moi, on est au théâtre, on se prépare. Puis moi, je suis au téléphone, je me promène, puis il y a quelqu'un qui... Le monde me regarde, mais ils savent pas de quoi je parle au téléphone. Puis là, je dis « Ah, salut, ça va bien? Ouais, j'aurais besoin d'un demi-kilo, s'il vous plaît. » Dans la grosse transaction. Mais c'était du thé du Labrador. Du thé pour la discussion. C'est ça. Un petit peu plus bénin. Mais justement, c'est une question, en fait, que là, je sais pas est-ce qu'il y a des gens dans le soir qui auraient une question par rapport à ce qui est discuté. J'allez-vous pas, hein? Vous pouvez donner des questions, des impressions, des insultes, c'est correct. Nous sommes très habitués. Est-ce qu'on va pouvoir poser des questions aussi après la pièce de théâtre? Absolument. On va le thé ensemble? Oh oui. Moi, je reviens auparavant, quand on avait parlé du lieu de rencontre de plus en plus quelqu'un entre les Autochtones et les non-Autochtones. Puis, c'est un parallèle que je parle avec la semaine de Jacques Godin. Est-ce que vous croyez que l'espace numérique a favorisé ça? Ce qui me fait penser à ça, c'est beaucoup, ici, Radio-Canada, la chaîne première, qui présente l'espace autochtone. On ne peut pas passer sous silence aussi le mouvement Random No More qui a créé ce pont-là. Est-ce que, même dans votre création, dans votre processus de création, est-ce que cet espace-là numérique aurait favorisé un peu cette relation? Il faut faire attention parce que, comment je dirais ça? En art vivant, on se méfie un peu des espaces numériques parce que souvent, les gens qui les manipulent moins bien vont comprendre l'espace numérique comme une manière de diffusion. Puis la question même de l'art vivant implique que la personne doit être présente, vivante, dans le même espace que toi. Donc l'espace numérique peut devenir un obstacle à ça parce que les gens vont s'attendre à pouvoir y avoir accès n'importe où, alors que l'idée est de se rencontrer face à face. Ça, c'est un aspect. C'est sûr que l'espace numérique peut aider dans le sens où est-ce qu'il y a deux autres spectacles sur lesquels on a travaillé, qui étaient plus comme des coproductions. Il y avait Landline, qui utilisait le téléphone cellulaire. Donc, on avait des gens qui étaient à deux endroits différents qui avaient une relation à travers le texto. On avait des gens qui étaient en communauté à Mashte-Oyatch. On l'a fait à Mashte-Oyatch puis à Wendake. Qui étaient à Halifax, les autres. Puis c'était non, il était à Montréal. C'était avec il y en avait à Montréal, mais en tout cas, moi, la première fois, je l'avais fait avec des gens d'Halifax, c'est pour ça. Puis on se parlait. C'est un projet qui essayait d'apporter des rencontres entre des gens qui ne se connaissent pas dans des endroits différents, avec la plateforme numérique. Puis il y a le projet Mouchoum que Xavier avait développé à un moment donné, qui lui, ce qu'il essayait de faire, c'est qu'il essayait de faire rencontrer des aînés en communauté, qui habitent en communauté avec un public à Montréal. Puis c'est une rencontre numérique, c'est une rencontre vraiment dans l'immédiat numérique. Fait qu'il y a des recherches qui sont faites de ce côté-là, il y a des essais qui sont faits dans cet aspect-là, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, puis il est là où est-ce qu'on se méfie un peu de l'espace numérique, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne juste un outil de diffusion ou juste un outil de promotion, parce qu'à côté d'un outil de promotion, c'est génial, je veux dire. C'est tellement fun pour une compagnie qui est à projet, qui n'a pas des gros budgets de promotion, de ne pas avoir à mettre des posters de 8 pieds de haut par 4 pieds de large partout à travers Montréal. C'est le fun d'avoir accès à une affaire comme les réseaux sociaux où est-ce que tu peux distribuer très largement tout de suite. C'est niaiseux à dire, là, mais c'est une grosse économie de coût pour pouvoir distribuer dans des réseaux sociaux et c'est hyper efficace. Et les gens vont se déplacer pour un événement s'ils l'ont vu passer sur les réseaux sociaux. Ils vont commenter avant et après. Fait que ça te donne énormément de matériel avec lequel tu peux travailler, avec lequel tu peux jouer. Il y a beaucoup de choses à développer de ce côté-là. Ça c'est bon et c'est mauvais côté. Par contre, moi je te dirais, au niveau travail, c'est sûr que ça devient un outil de pouvoir être capable de rejoindre les gens, de pouvoir expliquer ton projet personnellement, alors que quand tu mets ça dans un journal, ça coûte cher, puis ça rejoint les X nombres. Tandis que là, tu peux y aller seulement. Ce qui est intéressant pour nous, c'est on va y aller en français, on va y aller en anglais, mais on peut y aller maintenant dans notre langue. Ça, c'est hyper important parce que
Aujourd'hui, ce que ça aide, il y a beaucoup de problèmes parce que les langues autochtones ne sont pas reconnues par les ministères des Affaires de l'Éducation. Et les jeunes ne veulent pas, quand tu vas à l'école à l'extérieur, t'es comme envahi par le français. C'est normal parce que en communauté, tu peux garder plus ta langue. Mais ce qui est intéressant maintenant avec les réseaux sociaux, c'est que c'est des langues orales qu'on a, nous, OK? Toutes les 11 nations au Québec. Mais là, on l'écrit. C'est drôle. Mais tu sais, chaque personne l'écrit à sa manière, mais ils y apprennent à... Il y a des choses de bon, c'est qu'ils continuent à garder leur langue et ils continuent à se parler dans comment ils se sentent bien. Parce que le français, l'anglais, c'est une manière, mais du côté des langues autochtones, c'est pas seulement une langue, c'est une philosophie. Puis donc, avec ça, même ma mère, c'est drôle, qui a 70 ans, Internet est capable de parler avec ses petits-enfants. Tu sais, ça permet la proximité aussi. Si un étudiant qui est à Montréal, qui n'est pas capable de parler sa langue, il peut faire un FaceTime, puis c'est de la conserver. Il y a ses bons côtés, mais il y a les autres côtés où est-ce que tout a se standardiser. C'est même les jeunes autochtones, puis ça c'est l'exemple que j'aime beaucoup donner. Il y a comme une unicité, une standardisation qui arrive avec les médias sociaux. C'est que le petit Inuit, le petit Innu va être comme le petit Africain du Sud. T'sais, ils vont tout avoir les bling-bling, puis il y a comme on aime la musique américaine, on aime les blockbusters, puis tout ça. Mais donc, il faut faire attention, ça va être très prudent, que ce soit même au niveau des arts, mais au niveau personnel. Oui, c'est ça, c'est important de le mentionner. Par exemple, moi, sur Facebook, vu que j'ai fait l'émission Jeunesse, j'ai beaucoup d'amis Atikamekw qui ont rejoint ma page. Puis ça arrive souvent quand je regarde mon fil de nouvelles qu'il y a au moins 3-4 nouvelles que je comprends rien parce qu'elles sont toutes écrites en Atikamekw ou en Innu. C'est très, très, très fort. Puis ça, il y a une question de survivance de la langue qui est en train de se passer à travers ça, qui est un résultat inattendu. Là. C'est vraiment comme une espèce de chose qui est arrivée par la bande qui a fait « Ah, ben tiens, oui ». Puis il y a une standardisation qui passe à travers ça en même temps. L'autre aspect aussi, c'est l'apprentissage de la langue. Moi, dans mon cas, j'ai pas encore le temps de faire les call-ins. Je me suis battu pendant des années pour qu'il y ait un cours de langue en même temps à Montréal et puis à Wendake. Parce que le Huron-Wendat, c'est une langue qui se parlait plus depuis très longtemps, puis on commence à redonner des cours. Donc, il y a des gens qui se rassemblent à Wendake pour faire des cours de Huron-Wendat. Moi, je voulais y participer, mais étant à Montréal, c'est impossible pour moi de faire le voyage 2 fois par semaine juste pour aller faire un cours de langue. Puis j'essayais de trouver une manière de faire en sorte que je puisse avoir au moins quelqu'un avec un ordinateur là-bas, dire « Je veux juste suivre le cours avec vous autres ». Puis il m'envoyait sur les plateformes numériques. « Ben oui, mais le cours, il est en ligne, tu peux aller le suivre. » Oui. C'est pas pareil. Apprendre une langue, il faut que tu sois en contact avec la personne qui la parle ou en contact avec les gens qui l'apprennent en même temps que toi. Il faut que tu sois capable de communiquer au même moment. Et ça va avoir un impact. Si on est capable d'être à l'autre bout du monde, d'être capable d'être connecté avec quelqu'un qui est en train de faire un cours de langue, surtout des langues comme ça, où est-ce que tu n'as pas 58 000 personnes qui peuvent l'enseigner, tu as peut-être 2 ou 3 personnes qui peuvent l'enseigner, tu as besoin d'avoir cet espace-là pour être capable d'être en contact avec les gens qui l'apprennent en même temps que toi. Tu es en train de créer une communauté de gens qui est en train d'apprendre, avec qui tu peux communiquer, avec qui tu peux poser des questions en même temps. Puis c'est pas du tout la même chose que d'avoir juste un cours en ligne que tu peux regarder des vidéos puis voir des mots décrits. Là, ça n'a pas du tout la même valeur d'apprentissage. Parce que Koué, Milo Toxuna, côté Katis Kutumatse Otuap, ne système loiden au détail, ni l'eau Marco Pegwag Milnut, tu n'es t'éteins, tu peux coûter. Tu n'es t'éteins? Tu n'es t'éteins? Mais c'est ça, c'est des langues qui existent. Nous, on aime beaucoup la parler parce que c'est des langues, bien souvent, qu'on dit c'est des langues de l'histoire, mais qu'on ne comprend pas. On pense que c'est des langues mortes. Non, c'est des langues vivantes. Tout ce que je vous ai dit, j'ai dit bonjour. Je vous souhaite la bienvenue ici à l'école. Je suis bien content d'être avec vous autres. Mon nom, c'est Marco, on paye quoi de 1000 notes. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Puis là, je vous voyais avant. Non, mais je veux dire, c'est des langues que ça apporte ça aussi, de voir des gens qui sont à la télé, que tu vois dans les médias, pour les jeunes, de voir que tu entends ça à la télé, que c'est... Il y a une certaine fierté qui revient. Pour les jeunes, de dire « Ah, OK, je suis là. » Avant, c'était pas... On la voyait pas. Là, maintenant, on peut la voir. Ça veut dire que les jeunes, OK, je peux parler maintenant. On me dira pas non. Tu sais, ça, c'est un autre des bons côtés. Natacha Canapé-Fontaine, dans Unité 9, elle parle langue... Mais je sais pas si... Non, c'est comme dans les séries, nous autres, il y a beaucoup de travail à faire. Natacha, c'est une Sioux.
Ouais, c'est une Sioux. Mais tu sais, ça vient pas d'ici, c'est d'un... Même moi, mon personnage, je suis pas un Innu, je suis un Anishinaabe Cri de l'Ouest canadien. Mais ça, c'est selon l'auteur, mais tu sais, c'est ça les personnages. Non. Il y avait une question. Madame et puis madame. Quoi? En passant, chez Théo Mastosiache. Aucun rapport avec ma question. Je serais intéressée de savoir un peu votre opinion, parce qu'on parle beaucoup de plein de façons. Est-ce qu'on parle d'appropriation culturelle par rapport aux milieux autochtones? C'est une question complexe, je sais, mais je serais intéressée d'avoir votre réflexion à ce sujet. Ah, mon Dieu. Et combien de temps qu'il reste, là? Simple. C'est parce que c'est une question lourde. C'est une question qui est très complexe. Je suis président du comité pour la diversité du Conseil québécois du théâtre. Une des tâches qu'on s'est données cette année, c'est d'essayer de contextualiser l'appropriation culturelle. On ne parle même pas de la définir, parce que la définir, c'est déjà un gros programme en soi. Et les gens qui sont assis autour de la table, qui sont tous des gens issus des communautés minorisées. Je suis le seul autochtone autour de la table. On a des gens qui viennent de toutes sortes de communautés autour de la table. Et puis, personne ne veut définir l'appropriation culturelle en ce moment. C'est un sujet qui... c'est un concept qui est très lourd et très difficile à cerner d'un seul coup ou en quelques mots. Et qui vient de loin. Hein. C'est pas d'hier, ça. C'est des années 50, 60. On l'appelait pas comme ça. Mais même nous, on se pose la question, avec tout ce qui s'est passé dernièrement au niveau théâtral, ça nous a affecté beaucoup parce qu'on a été de ces rencontres-là, on a été de ces discussions-là. Mais moi, ce que je trouve un petit peu désolant, ça va être une réponse qui va être quand même assez large. Ce que je trouve drôle, c'est que les personnes, tout le monde a son idée là-dessus, ça polarise les deux côtés, mais personne ne sait exactement c'est quoi. Oui. Puis moi, ce que je trouve le plus difficile là-dedans, c'est on nous demande tout le temps de nous prononcer sur quelque chose qui est très abstrait. Mm-hmm. C'est quoi? C'est sûr qu'il y en a qui sont plus je dirais... pas warriors. Non, mais ils sont plus militants, sont plus activistes sur certains points et d'autres un peu moins qui ne voient pas la même chose. Même à l'intérieur d'un même côté, là. Mm-hmm. C'est pas quelque chose qui est standard. Puis même moi, je réfléchis à ça et je pourrais même pas donner une réponse encore. Pour moi, mais il y en a qui vont dire c'est jaune, c'est blanc ou c'est noir. Pour moi, c'est encore... c'est à définir. Il y a une chose qui est très importante à prendre en considération. Le problème de l'appropriation culturelle n'existerait pas sans le colonialisme. L'appropriation culturelle, on n'aurait pas ce problème-là si, dès le départ, il y avait une inclusion réelle des communautés minorisées à l'intérieur du plus grand groupe. Là, dans notre cas, c'est dans le théâtre, là. Mais si, pour donner un exemple vraiment niaiseux que j'ai utilisé à quelques reprises, il n'y a jamais personne qui avait eu de problème à l'idée qu'un acteur puisse jouer P.K. Subban puis faire du blackface si Didier Lucien avait le droit de jouer Denis Coderre, alors que jamais ce serait considéré. Qu'un acteur blanc puisse faire n'importe quoi, ça allait de soi, mais que quelqu'un comme Didier Lucien, par exemple, on puisse lui demander de jouer un personnage comme Denis Coderre, c'est comme, ben non, il ne peut pas le jouer, il est noir. Il est là le problème. Le problème, il est dans l'inclusion, il est dans le fait qu'on a décidé que le colonialisme nous a imposé un neutre absolu qui était l'homme blanc hétérosexuel, dont tout le monde veut se défaire en ce moment. Toutes les communautés minorisées font comme c'est injuste, c'est une injustice flagrante, et le fait que personne ne l'ait reconnu encore ou n'ait été capable de l'adresser comme du monde, c'est ça qui fait qu'on est dans la situation dans laquelle on est maintenant. Qu'il y ait un groupe colonisateur qui puisse s'approprier tout et faire comme c'est à moi. C'est comme, ben voyons, non. À un moment donné, c'est pour ça qu'il y a du monde qui ont dit on va mettre des barrières partout, parce que là, ça n'a plus de bon sens. On se fait arracher tout ce qui nous représente, toute notre identité, toute notre culture. On se fait arracher nos propres outils, on se fait arracher notre langue. Et dans le cas des Autochtones, en plus, si je dois rajouter ça par le colonialisme, c'est que pendant que les Autochtones étaient dans des écoles résidentielles, puis ils se faisaient littéralement battre à mort pour oser pratiquer leur culture, parler leur langue, chanter leur chant, danser leur danse, il y avait des promoteurs blancs qui faisaient comme « Ah, c'est le fun, ça, je vais aller en France vendre ça, je vais faire de l'argent là-dessus. » Puis c'est pour ça que l'injure est encore violente, est encore brûlante, puis elle fait encore mal. C'est pour ça que le blackface, c'est totalement inapproprié. C'est pour ça que décider de s'inventer comme danseur de pow-wow pour épater ses amis dans un party d'Halloween, c'est totalement inapproprié. C'est un geste colonial
patriarcal, paternaliste et profondément condescendant. Puis tant que les gens s'en rendront pas compte, on va continuer à avoir des problèmes avec l'appropriation culturelle. Puis d'un autre côté, c'est aussi... Parce que, là, ce que je veux dire, ça, c'est un petit peu... Je suis d'accord avec lui, mais tu sais, faut éviter la polarisation aussi. Mais la chose, moi, qui m'intéresse, parce que je suis rendu, j'en ai vu des choses. J'ai vécu 90, moi, la guerre, la crise d'Oka, puis c'était pas beau. Tu sais, puis là, ce qui arrive, c'est le jour... Ça traite un peu de ça, ce qui... Mouliat, c'est si on s'assoit pas ensemble, on discute pas, on fait pas Menentagwan ensemble, on va continuer à se promener un à côté de l'autre. Puis tant qu'on va être comme ça, c'est bien beau se faire des poignées de main, puis tout ça. Les Jeux olympiques, on a mis à peu près 50 Indiens, on les a fait danser alentour des tipis, là. Puis, tu sais, à chaque fois qu'il y a une belle chose, on met des Indiens au début, après ça, quand c'est parti, on les enlève. Puis, tu sais, il n'y a pas seulement les Indiens, mais c'est ça. C'est très cru, mais c'est comme ça. Le jour où est-ce qu'on va être capable de s'asseoir puis se dire les vraies choses. Puis c'est pas le fun d'entendre, tu sais, au Québec, au Canada, on m'a déjà dit, moi, ouais, mais les écoles résidentielles, c'est dans l'Ouest canadien. Non, non, ça a fini en 90, ici, chez nous, moi, dans ma réserve, je vais vous conter quelque chose. Dans ma réserve, on en avait un pensionnat. Puis, tu sais, nous autres, on n'était pas trop riches quand on était jeunes. Imaginez-vous que mon rêve, c'était d'aller là, moi. On savait pas ce qui se passait à l'intérieur. Mais nous autres, c'est parce que les autres, il y avait 3 repas par jour, puis il y avait des équipements d'hockey neufs. Nous autres, on voulait aller là, mais... Tu sais, dans ma malchance, on a eu une chance de ce qu'il y a eu là. Mais donc, même nous, on parle de notre relation, mais entre nous, il va falloir... c'est pour ça qu'il y a plein de choses qu'on appelle de réconciliation envers nous-mêmes, puis de se guérir à quelque part. Donc, je pense que pour cette question-là, ça ouvre plein de choses. C'est quand je disais que ça réveille notre inconscient, tu sais, c'est comment... Puis c'est correct. Tu sais, même moi, je dis qu'il faut se parler. Il faut apprendre à parler, nous autres aussi. Mais comment trouver les mots? Comment trouver les bons mots pour exprimer correctement tout ce que je ressens à l'intérieur? Puis le partager. Tu sais, c'est pas seulement déverser ça sur tout le monde parce que je suis frustré et tout ça. Non, 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 c'est comment expliquer que malgré tout ça, on est encore ici. On est encore ici devant vous pour parler de ça puis d'essayer de mettre les premières pierres pour construire un pont. Puis c'est ça. Puis that's it. C'est là peut-être où, parce que tu parlais de polarisation puis du désir de justement pas polariser le débat, mais tout en étant quand même honnête par rapport à la question. Ben oui, il faut. C'est là que peut-être la question sur l'espace numérique, il y a beaucoup de choses qui sont rendues possibles à travers ça, mais le fait de pouvoir se parler, pour les réseaux sociaux, des fois, les discussions vont d'une direction ou de l'autre, puis t'as pas en visuel aussi la personne, l'expression, tout ça. Non, 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 non. C'est impersonnel. Mais le téléphone permet. C'est toujours facilité par le numérique. Ceci dit, c'est vrai que des mouvements comme I Don't Know More se sont transportés avec l'espace numérique. Donc, il y a vraiment deux pans, mais c'est très intéressant de voir cette question-là dans... Vous voulez ajouter quelque chose? Non, ben c'est parce que de toute façon, ce qui est plate, c'est qu'on les appelle les trolls, là. Ouais. Il y en a beaucoup qui aiment amener tout ce qui est... pour que ça dégénère, là. Parce que des fois, malheureusement, encore aujourd'hui, je vais sur Internet et ce qui se dit, c'est vraiment pas beau, là. Pas nécessairement avec nous, mais entre Autochtones puis autres minorités, mais entre Québécois, anglophones, entre Canadiens, Américains, tu sais. On est dans une période où est-ce que... je pense qu'il faut être fort, tout le monde ensemble, pour avancer. Là. Parce que moi, je suis grand-père, puis des fois, quand je regarde ma petite fille, là, je dis, bon, qu'est-ce qu'on va lui laisser? Tu sais, il y a des beaux gestes qui se sont faits avec les jeunes qui sont descendus dans la rue pour l'environnement. Oui, c'est un beau geste d'aller dans ça, mais là, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la suite, là? Puis c'est la même chose dans notre relation aussi. De nous autres, il y a ça, mais j'espère qu'il va y avoir encore d'autres choses. Là, c'est nous qui va vers vous. J'espère que vous allez venir vers nous. C'est comme... Une discussion, c'est comme ça, là. T'sais. Moi, je suis prêt à parier qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui est en train de faire une étude, elle a peut-être déjà été faite, elle n'a juste pas encore été publiée, ou on la connaît pas encore, mais comme quoi l'empathie ne se développera pas juste à travers un argumentaire numérique. Il faut que tu sois assis face à face avec la personne, que tu la regardes dans les yeux, en silence pendant au moins un bon 5 minutes, avant que tu te rendes compte que la personne en avant de toi, c'est pas juste une personne qui a une couleur de peau, qui a un handicap, que toi, tu peux pas juste juger en fonction de ça, ou la personne ne peut pas juste te juger en fonction de ça. Il faut que tu aies ton contact direct,
face à face pour que l'empathie puisse vraiment prendre sa place. C'est pour ça qu'il ne faut pas se méfier du numérique, ça peut devenir un bon outil, mais il faut quand même comprendre ses limites au numérique. Juste l'argumentaire numérique, à un moment donné, ça ne te permet pas de développer le même sentiment d'empathie que la rencontre face à face. C'est impersonnel aussi, hein. Puis ça aide, mais... Même si tu utilises ton vrai nom, tu n'utilises pas un avatar ou tu n'utilises pas un faux compte. C'est parce que t'as comme... t'as une protection devant toi. Tu peux te permettre plein de choses que face à face, tu n'irais pas. Oui, donc j'aimerais vous demander une question parce que vous parliez de similitudes et de différences. Donc nous, comme étudiants, on grandit avec une image des Autochtones, mais on réalise qu'on grandit que les Autochtones peuvent venir sous plusieurs formes, comme d'ailleurs tous les gens. C'est pas nécessairement ce qu'on apprend dans nos livres en 4e année de qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils ne le sont pas. Puis j'aimerais juste savoir si cette pièce de théâtre, elle est engagée pour parvenir à montrer au public que les Autochtones peuvent avoir plusieurs formes et non seulement celles qu'on voit dans les manuels à l'école. Ah, on n'est pas du tout, on présente pas du tout un autochtone de manuel d'école, ça c'est sûr et certain. On touche à, en même temps qu'on fonce dans tous les mythes et tous les préjugés possibles et imaginables, nos personnages sont hyper loin de ces mythes et de ces préjugés-là. Parce qu'on présente vraiment comme un être humain tout à fait normal. C'est pas quelqu'un qui arrive avec un problème d'alcool, c'est pas quelqu'un qui arrive avec la lourdeur d'une école résidentielle, c'est pas quelqu'un qui arrive avec... qui arrive avec un amour de la culture, de je vais te partager comment on fait des danses de power. C'est quelqu'un qui arrive juste à Montréal et qui cherche un coloc. That's it. Puis ça s'adonne qu'il est autochtone puis que le coloc québécois, il est bien épaté par ça. C'est de là que vient la tension éventuellement. Puis c'est les gens, les personnages sont pas loin de nous. Hein. Quand on a commencé à écrire, on est allé par rapport à ce qu'on connaît. Puis après ça, on a vu que ça ressemble à lui, ça ressemble à mon ami qui lui reste à Shefferville, mon ami qui reste en Abitibi, puis toutes les histoires qu'on connaissait de nos amis, là, on a tout ramassé ça ensemble, puis ça a créé un personnage, et à chaque spectacle, on discute avec les gens, et ça nous nourrit. Je veux dire que le personnage est toujours pas en transition, mais en évolution, c'est très organique, puis il y a des soirs qui peuvent être très... plus frondeur, d'autres soirs qui peut être plus triste. C'est la vraie vie, mais un Indien, c'est comme un autre être humain, parce que toutes les langues, il y a 11 nations, et je dirais que Atikamekw, Anishinaabe, tout ce que vous avez déjà entendu, ça veut dire toute la même chose en français, ça veut dire être humain. Dans ces mots-là, ça veut dire ça. Donc, les gens, c'était pour ça qu'ils étaient près de la nature, parce qu'un autochtone n'est pas au-dessus de la nature. Fait partie de la nature. Ça, c'est dans notre philosophie. C'est quoi le... Vous avez parlé de la langue, et je sais que vous avez la difficulté à garder, que chaque nation garde sa langue. Je me demandais, est-ce que les Autochtones parlent plusieurs langues, ou quand ils sont ensemble, la langue de discussion, c'est plus l'anglais ou le français? Ah, ça, c'est un beau problème. Ça dépend des communautés. Ça dépend des communautés, mais il y a comme trois familles linguistiques au Québec. Il y a les Inuits, c'en est une. Tu as les Iroquois. Les Iroquoiens, c'est les Mohawks et les Wendat. Et les 8 autres, c'est Atikamekw, Anishinaabe, Abenaki, Cri, Innu, Naskapi, Malécite, Mi'kmaq. Yeah, je les ai eus. Non, mais c'est ça, c'est les 8. Eux, c'est des Algonquiens. Nous autres, on parle pas la même langue, mais on se comprend. Okay. Dans la majorité, on se comprend à peu près... les Atikamekw, les Cris, on se comprend plus parce qu'on est près. Avec les autres, je dirais jusqu'à 50-60 %. Pour ceux qui maîtrisent la langue. Pour les plus jeunes, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est ça. Ça veut dire qu'il faut le travailler constamment. Il y a une chose unique qu'on a au Québec qui est quand même assez exceptionnelle, c'est qu'on a les Nehiro Nisiwi. Je ne sais pas quoi de le dire. Les Atikamekw. Nehiro-Ziwi. Nehiro-Nisiwi. Nehiro-Ziwi. Ah, Nehiro-Ziwi. Ouais, même là, je pourrais le dire en du monde. Mais les Atikamekw, en fait, c'est une des dernières nations d'Amérique du Nord dont leur langue autochtone est la première langue parlée sur la communauté, par les jeunes aussi. Le français est une deuxième langue
à Wemontashi, à Manoan, puis à Obidjouan. Il commence à y avoir de plus en plus de jeunes qui parlent mieux le français que l'Atikamekw, mais c'est encore une langue qui a de fortes chances de survivre si on fait attention et si on lui donne les outils de survivre. Toutes les autres sont en perte de locuteurs. Ça se peut que ça change. Les Inuits ont une bonne chance de renverser la vapeur. Mais les Hurons-Wendat, si on renverse la vapeur, ça va être un miracle parce que ça faisait entre 50 et 100 ans qu'il n'y avait personne qui parlait la langue Huron-Wendat, que la colonisation avait vraiment pris sa place. Ça, c'est un problème. Puis on a perdu une langue, on a perdu une manière de voir le monde. L'autre chose aussi, c'est qu'au Canada, nous, on se rend compte qu'on a un problème. C'est que c'est quelque chose qui m'a souvent fâché, moi, à une certaine époque. C'est que les Autochtones du restant du Canada, du ROC, parlent tous anglais. Et puis quand nous, on demande d'avoir certaines reconnaissances de notre fait français en tant qu'Autochtones, il y a une attitude qui serait très similaire à celle d'autres anglophones dans le restant du Canada qui font comme on s'entend, les Français qui est très colonialiste. C'est ça qui est colonialiste. Ça n'a rien à voir avec nos nations, mais ils ont, en intégrant la langue coloniale de l'anglais, ils ont aussi intégré cette dimension-là de combative, voyons. J'ai ça, chercher mes mots, je les cherche en français en plus. Mais le combat entre les deux langues, l'espèce de méfiance entre les deux langues. De dominance. C'est ça. Puis ça, c'est l'affaire qui est frustrante parce qu'il faut constamment leur rappeler que c'est juste des langues coloniales. Et le français et l'anglais sont des langues coloniales. Les Autochtones du Québec sont pris avec le français comme langue coloniale et de par ce fait, ils se retrouvent isolés de leur nation amie, de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs cousins, de leurs oncles et tantes, qui sont pognés avec l'anglais comme langue coloniale. Et on a tellement bien intégré les langues coloniales qu'on a même intégré ces conflits. Puis en premier, puis ce qui est drôle, ce qui est paradoxal là-dedans, c'est qu'en 90, on est allé au premier jeu nord-américain à Edmonton. C'est comme des Olympiques, là. C'est comme les Jeux du Canada, mais c'était comme les Indiens des États-Unis et du Canada. On se rencontrait là-bas à Edmonton. Et nous, il y avait un de nos amis qui, lui, maîtrise encore bien sa langue. Puis il a commencé à discuter avec une personne qui était une vieille Kokum. Kokum, c'est une grand-mère, qui venait du Yukon. Et imaginez-vous qu'ils se comprenaient. Ça, c'était... tu sais, ça nous a... tu sais, comme Mississippi, tu sais, avec le temps, plus je la réacquiers, parce que moi, je l'ai perdu parce que je suis allé à l'école. Mes parents ne voulaient pas me le montrer parce que peut-être eux, ils ont eu de la misère avec les autres qui disaient que t'es ci, t'es ça. Mais c'est ça qui est intéressant avec les langues. On apprend à se connaître et à se reconnaître dans comment on pense. Des fois, moi, j'étais tout petit. Puis là, je comprends pourquoi je pense comme ça. C'est des enseignements que j'ai eus, mais que j'ai perdus en allant à l'extérieur, parce que à l'école, je pouvais pas parler avec personne. Il y a ça aussi. Si t'as pas de locuteur avec toi, tu peux pas maintenir ta langue, puis tu peux pas la développer, parce que tu vas pas... À moins que tu sois dans le miroir, puis que tu aies bien de l'imagination, là, mais... mais c'est ça. On a besoin d'avoir des gens qui parlent le même langage que nous pour se comprendre. Puis je pense que c'est la même chose avec tous les autres langages. Ça serait peut-être un aspect qui serait favorisé justement par le numérique. T'sais, entre autres, je pensais par rapport à l'Atikamekw, justement, que c'est une des langues autochtones les plus présentes sur Wikipédia, entre autres. Maintenant qu'ils ont vraiment un Wikipédia en Atikamekw, c'est les jeunes qui sont en train de monter tout ça dans les communautés. Il y a quand même quelque chose là qui dit que ces outils-là peuvent être aussi beaucoup de gens qui justement vont utiliser des applications pour... qui apprennent leur langue, mais des applications qui sont disponibles pour ça. Toutes les... je sais qu'au niveau des balados-diffusion, vous avez mentionné l'espace autochtone, mais toutes les balados-diffusion qui émergent, il y en a plus du côté anglophone, c'est vrai, mais il y en a quand même... Chez les Inuits, il y en a beaucoup. Chez les Cris aussi. Oui. Le milieu radiophonique, la radiodiffusion, tout ça, c'est des outils, puis c'est une façon aussi d'aller se rencontrer, pour nous, des fois de... Oui. Voyez-vous, le processus, comme Joséphine Bâton utilise lorsqu'elle écrit, de toujours traduire longtemps en langue inou et en français est nécessaire. Peut-être pas tant pour les communautés, mais pour les gens de l'extérieur, quelque chose qui pourrait... Bien, c'est un choix personnel, puis c'est un choix pratique, parce qu'elle écrit des livres. C'est pas seulement pour nous, elle veut que son art soit disponible pour tout le monde. C'est sûr que si je l'envoie partout puis le monde ne comprenne pas, c'est comme donner un coup d'épée dans l'eau. Puis Joséphine le dit elle-même aussi, c'est que ces textes, c'est pas des traductions. Non. C'est deux poèmes distincts. Ils ont la même thématique, puis ils s'orientent, ils sont structurés de la même manière,
mais c'est presque deux poèmes complètement différents. C'est une transposition qui a fait beaucoup plus qu'une traduction. C'est comme dans nos textes quand on fait du théâtre. Moi, je l'écris en français, puis je l'envoie à mon ami. Il faudrait qu'elle confirme, là, mais c'est ça qu'elle m'a dit. Non, mais c'est ça quand même. C'est parce que moi, quand on écrit une pièce de théâtre, moi, j'envoie ça à celle qui traduit pour moi. Puis on est obligé de passer 1 heure ou 2 au téléphone pour me dire qu'est-ce que tu veux dire. Parce que c'est pas mot à mot, la traduction. C'est un concept. Là, elle dit OK, c'est ça que tu veux dire, mais c'était pas ça. Parce qu'il y a des fois, elle dit si ça arrêtait ça, c'est une autre phrase. C'est un autre mot. Donc, c'est beaucoup de création, puis vous allez voir ce soir. Merci au public aussi pour vos questions. Vous avez été super bel échange. Puis merci énormément à Marco et à Charles aussi pour votre temps. Puis peut-être avant de se quitter, je voudrais peut-être une place, je ne sais pas si ce soir avec Wouliatz, qui est vraiment à l'honneur, et on parle de Wouliatz, mais je ne sais pas si vous avez envie de peut-être commenter sur de futurs projets, peut-être alerter votre public à ce qui s'en vient. Oui, bien, il y a Là où le sang se mêle qui va partir en tournée à l'automne prochain au Centre national des arts. On devrait aller à Québec, au Diamant aussi. Et puis, pour l'instant, on est encore en train de discuter la possibilité d'aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à l'espace La Rubrique. Il y a Alter Indien, que je suis en train de traduire, qui va être produit au Théâtre Fred Barry, au TDP, en 2020, mars 2020, je me souviens bien, dans le genre. Moi, je pense. Puis il y a Marco Collin, notre Marco national, qui est en train d'écrire un texte, Michigan, qui devrait être produit en 2021. Michigan, ça veut dire le livre. Et on a nos projets. Si vous entendez le Sentier des rêves, oui. Sentier des rêves, on part en tournée. C'est une pièce de marionnette que j'ai écrite avec une Québécoise puis une Japonaise. C'est assez spécial comme... Si vous avez des petits neveux, des petites nièces qui sont entre 4 ans puis 9 ans, ça vaut la peine. C'est un super beau spectacle. Il y a plein de projets, puis allez-y sur un spectacle autochtone et tout ça. Il y a nous, mais il y a également nos collègues, nos amis qui explosent. Il y a quelque chose qui est bien. Onishka. Il y a des jeunes qui s'expriment, qui veulent s'exprimer tout en partageant toutes leurs connaissances, toute leur culture, tout leur amour. À vous tous. Et puis, gênez-vous pas. Si vous voulez aller rencontrer des gens, allez les voir, posez-leur des questions, évidemment. Si vous êtes ouvert, ces personnes-là vont être très réceptives à partager. Je suis avec Charles. Vous devez faire une excellente conférence pour parler de votre projet Muliat, qui est à la salle Pauline-Julien, au cégep Gérald Godin. Mais vous avez plusieurs chapeaux. Bon, Wendat, votre collègue ami Huron, mais artiste, auteur, acteur, entrepreneur. Ce projet-là roule depuis 2015, si je ne me trompe pas. Vous êtes parti de rien, là. On est parti de rien. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on s'entend que les gens qui ont parti de la compagnie, c'est tout du monde qui avait déjà une carrière à la base. Moi, j'étais déjà bien impliqué dans le milieu. J'étais déjà un acteur qui avait quelques cordes à son arc. La même chose avec Marco Collin, qui avait fait sa formation à Ondinoc, qui avait déjà fait de la radio. Tu sais, c'est un gars qui a beaucoup de métiers, il a beaucoup de carrière. C'est un gars qui a vécu plusieurs vies avant de se ramasser au théâtre et avant de se ramasser autour du projet de Mouliatz. Donc, la compagnie est née du désir de créer une plateforme, l'espèce de concept du If you build it, they will come. Nous autres, ce qu'on voulait générer, en fait, c'est de l'attention autour des enjeux autochtones, puis générer une nouvelle plateforme pour des artistes autochtones, leur dire venez nous rejoindre parce qu'on a besoin des talents, on a besoin des compétences, on a besoin de la couleur de nos amis qui sont restés en région, qui sont restés sur les communautés ou du monde qui n'ont pas pensé encore utiliser le théâtre comme moyen d'expression, à venir nous rejoindre. Il y avait des gens d'Ondinoc qui existaient, il y avait des gens Onishka qui existaient, mais on avait l'impression qu'il y avait encore la place pour créer une autre plateforme, une autre manière d'approcher les choses. Donc, on n'est pas parti de rien comme tel. On était quand même du monde qui était déjà prêt à foncer dedans. Je dirais même que... Mais quand je vais dire de rien, je parlais au niveau de l'écriture, du concept, de l'idée de départ, parce que vous l'avez bien dit, ça m'a fait un peu sourire, vous avez sué votre âme dans l'écriture. Quand même, là.
Oui, quand même, mais c'est ça, c'est vraiment l'aspect de base de n'importe quel travail de création. Tu te dis, on part avec une idée qu'on a à un moment donné, qu'on est en train de déjeuner tout le monde ensemble, en train de prendre un café ou autre breuvage. Et puis là, tu te dis, hey, on se revoit demain, puis on commence à écrire ça. Et puis là, tu plonges, tu fais 2 mois où tu continues à brasser les idées. Après ça, ça devient 6 mois. Puis à un moment donné, ça fait comme, hey, tant qu'à faire, on va appliquer pour des subventions. Pour des subventions. Là, tu es rendu à 1 an et demi d'écriture. À un moment donné, tu fais comme, hey, il y a du monde qui sont intéressés à ce qu'on fait, on va pouvoir le diffuser. Là. Fait qu'allons-y, on va plonger. Donc oui, tu pars avec rien, mais tu pars aussi avec le matériel que tu es toi-même en partant dans le projet. Là. Est-ce qu'on sent vraiment qu'il y a un processus personnel à travers cette production-là? On n'a pas vu encore la pièce, on va la voir tantôt, mais dans votre conférence, vous avez vraiment insisté sur le fait qu'il y a un petit peu votre vie là, qu'on ressent à travers cette écriture-là, non? Ah oui, absolument. D'ailleurs, les personnages portent nos noms à nous pour dire à quel point on est resté proche de ces personnages-là, puis on l'assume. Ceci dit, moi, mon personnage s'appelle Charles, mais c'est parce qu'il y avait un autre acteur avant qui avait commencé à le développer, Charles Buckle, mais j'y ai mis du mien aussi, qu'on a commencé à écrire Mouliats, le spectacle qu'on a maintenant entre les mains. Moi, j'ai proposé plusieurs textes, plusieurs avenues, plusieurs thématiques, puis c'est comme ça qu'on est né, qu'on est arrivé avec le texte qu'on a maintenant. Donc, il y a en fait un mélange de 2 Charles dans le Charles de la pièce. Mais oui, on est resté proche. Je pense que si on est honnête, si on y va avec l'authenticité de qui on est vraiment, c'est là qu'on atteint l'universel. Si on essaie d'être trop général puis de tout inventer, c'est là qu'on finit par faire quelque chose qui connecte à rien puis auquel personne s'associe, auquel personne peut s'identifier. Faire une conférence devant des jeunes de 17, 18, 19 ans, vous avez sûrement un message que vous voulez dire à notre belle jeunesse du Québec, du Canada actuellement? Ah mon Dieu, le message revient tout le temps à lâchez pas, peu importe ce que vous avez comme rêve, continuez à essayer d'accomplir vos rêves, ça vaut la peine. Ça vaut pas la peine de vivre une vie où tu vas te lever à tous les jours en te disant OK, il faut que je passe à travers cette semaine-là pour arriver à la fin de semaine, pour pouvoir me reposer. Il faut que tu te lèves à tous les jours en te disant « Wow, je suis vraiment content de faire ce que je fais aujourd'hui. Ça vaut la peine de se lever puis de continuer à le faire. Puis je suis content de le faire. Je suis fier de le faire. » Fait que c'est ça qu'il faut garder en tête tout le temps, tout le temps. Peu importe ce que tu vas faire dans la vie, assure-toi que tu vas l'aimer à tous les jours. C'est magnifique. Merci beaucoup. Revoyez vos émissions favorites en tout temps sur notre site web à l'adresse csur.tv.